Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous présenter ma review de l'épisode 95 de Dragon Ball Super. Et bien sûr, sans surprise, et un peu comme tout le monde en fait, j'ai adoré l'épisode. Mais par contre, j'ai l'impression que tout le monde trouve cet épisode parfait. Pour moi, ça n'est pas le cas. J'ai pas envie de faire mon rageux. Quand je trouve un épisode parfait, je le dis. Quand je trouve qu'il est complètement nul, je le dis aussi. Quand il est un peu entre les deux, voilà. Je ne me prive jamais. Mais pour être très clair et très franc avec vous, et je vais le redire ça dans la vidéo, mais je pense que la qualité d'animation, la qualité du scénario de fond de l'épisode, et surtout l'intensité de l'épisode, a fait que tout le monde oublie qu'il y a des défauts majeurs à l'intérieur de cet épisode-là, et je vais aussi vous en parler aujourd'hui. Alors attention, on est bien d'accord, cet épisode-là 95, il fait quand même partie des meilleurs qu'on a eu dans Dragon Ball Super, il n'y a aucun doute. Bon, et sinon, cet épisode, je vous l'avais déjà dit, il avait un énorme challenge. Prendre la suite et la relève directe de l'excellent épisode 94 de DBS. Et on peut dire quand même que dans l'ensemble, c'était un pari plus que réussi. Et donc, dans l'histoire, on s'est retrouvé très directement à la pure suite de l'épisode 94, avec les fameux assassins de l'univers 9 qui faisaient face à Freezer et Goku, et Baba la sorcière, mais bon, Baba elle n'a pas été super importante dans l'épisode, ce qui est dommage d'ailleurs. Je vous avais dit dans mon analyse de preview de l'épisode 95, ça serait cool que Baba soit un petit peu mise au centre des choses, en le faisant comprendre, peu importe dans un sens ou dans l'autre, que le fait qu'elle soit tuée par les assassins, ça pourrait faire en sorte que Freezer reste indéfiniment dans le monde des mortels, enfin voilà, on aurait pu avoir un truc cool. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Moi, perso, je m'en fous du personnage de Baba, mais elle aurait pu faire en sorte que le personnage de Freezer devienne encore plus dangereux, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et sinon, dès le début d'épisode, les assassins s'en prennent directement, aussi bien physiquement que moralement, parce que voilà, ils essayent de faire peur, d'intimider et tout ça, Freezer et Goku, mais c'est peine perdue surtout face à Freezer. Et dès le début d'épisode, grosse révélation en fait, c'est que Freezer a subi une évolution. Il le dit lui-même. Mais en fait, cette évolution-là, c'est pas une transformation réellement. Je ne sais pas comment vous considérez ça. Pour moi, c'est pas une nouvelle transfo, c'est le même. Une transformation, ça implique aussi le fait de changer physiquement. Moi, je dirais que c'est surtout une amélioration, voire même une finition. Parce que si vous vous souvenez bien, dans l'arc Fukatsu no F ou le film, peu importe, il était clair que Freezer, eh bien, il était venu un petit peu trop tôt au combat, qu'il venait d'obtenir une forme, il ne l'avait pas maîtrisée et finalisée, le Golden Freezer. Et là, en gros, c'est ce qu'il a réussi à faire. Et moi, je vous avais dit que je m'attendais à ce que Frost débloque une forme similaire, Golden ou pas, mais un truc équivalent, qui soit maîtrisé pour être un petit peu la suite. Mais Freezer l'a fait bien avant tout le monde, et il l'a fait tout seul, et il a profité de son passage en enfer justement pour créer cela. Et déjà l'idée de fond est cool, l'entraînement mental, comme ça nous a été présenté. Le fait que Freezer en enfer, il a dû calmer son esprit face à ce qu'il considère pour lui comme étant le pire des enfers, avec les petites marionnettes, les nounours et machin, et de devoir y faire face comme ça. Mais je pense que là derrière, ça fait référence à quelque chose dont je vous ai parlé très souvent sur la chaîne, une chose qui est pour moi le meilleur mode de progression pour les mortels dans Dragon Ball Super. De manière plus simple, ce que je veux dire, c'est en gros dans Dragon Ball, il y a les dieux et il y a les mortels. Et les dieux, ils progressent grâce à l'aide du ki divin. Il y a quelques exceptions comme Goku, Vegeta qui obtiennent du ki divin, qui progressent grâce à ça. Mais après, il y a des mortels qui n'arrivent pas à avoir le ki divin, mais qui progressent à des niveaux quasi équivalents. Et jusqu'à présent, on avait deux exemples majeurs de mortels dans ce cas-là. Le premier, c'est Gohan, et le deuxième, c'est Jiren. Et si vous m'avez suivi sur la chaîne, vous savez exactement de quoi je parle. Je parle de la méditation. Freezer a fait référence à de l'entraînement mental, mais ce qu'il a fait, c'est exactement pareil que de la méditation. Et en plus, il a même dit lui-même en fin d'épisode, il a dit ce que j'ai fait en enfer, cette concentration-là, c'est bien plus que de mettre de côté mes mauvais sentiments et ma rancœur, etc. Il est allé à une étape supérieure justement pour pouvoir progresser, et je suis persuadé une fois de plus que la Toei Animation vient de nous donner encore un indice supplémentaire pour nous faire comprendre que la méditation va être au centre des pouvoirs gigantesques des mortels dans Dragon Ball Super. Je n'arrêtais pas de vous répéter sur la chaîne quand est-ce et comment justement qu'on va avoir des mortels qui vont arriver à avoir des niveaux ressemblants à ceux des dieux, et je me demandais vraiment comment. Et visiblement c'est l'entraînement de l'esprit / méditation qui fait que vous allez y arriver. Et en plus la méditation, voilà, je vais pas vous faire une leçon de ça, en plus je suis pas apte à le faire, mais en gros vraiment en très bref, c'est trouver l'équilibre en vous, pour pouvoir maximiser aussi bien la part du corps et de l'esprit qui, voilà, cet équilibre en fait. Et justement cet équilibre-là qu'on connaît très bien chez les Asiatiques comme le Yin et le Yang, eh bien on l'a eu en plus modélisé sur Golden Freezer, qui a mis son bras gauche avec une aura bleue qui l'entourait, disant que ça représentait sa finesse, et à droite, sa main droite qui était entourée d'une aura rouge, qu'il a qualifié comme étant l'intensité de sa brutalité. Et une fois qu'il a réassemblé les deux, ça a fait sa nouvelle forme de Shin no Golden Freezer, le vrai Golden Freezer comme il l'appelle. Pour moi, le message est clair, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, et on a très bien vu que le résultat était vraiment épatant. On a vu Golden Freezer, qui s'est débarrassé des assassins avec une facilité incroyable, mais vous allez me dire peut-être que même ces assassins-là,
un Krillin est capable de se les faire aussi. Je suis d'accord, peut-être pas un Krillin, mais un Piccolo, en tout cas, pourrait se les massacrer super facilement, je pense, clairement. Mais ce qui nous a été aussi montré, c'est que Freezer, par exemple, il arrive à faire des choses qu'il ne faisait pas avant, avec une certaine maîtrise qu'il n'avait pas avant non plus. Quand il a tendu ses bras des deux côtés, et qu'il a fait un rayon de la mort par main, et qu'en plus ces rayons de la mort étaient téléguidés, et qu'il arrivait à planter parfaitement ses cibles qui étaient toutes en mouvement. Imaginez un tas de 100, 200, 300 assassins qui bougent comme des petites fourmis là autour de vous, et vous avez 10 rayons que vous devez manipuler en même temps pour les transpercer chacun en plein milieu du corps. C'est quand même un exercice super difficile, et je pense que c'est encore une preuve que, en fait, ça fait un peu comme dans Star Wars. Vous avez la maîtrise de la force qui peut être du côté obscur et du bon côté de la force. Et chacun, il donne un résultat un petit peu différent, avec une même base, la force, mais voilà, on a des pouvoirs différents. Je pense que la méditation dans Dragon Ball Super fait un petit peu la même chose. Soit vous êtes du bon côté comme un Gohan, soit vous êtes du mauvais côté comme un Freezer. Et voilà, vous avez des capacités proches en fait, similaires, mais pas exactement les mêmes non plus. Je pense, je ne sais pas, c'est un peu bizarre ce que je viens de dire, je sais, j'espère que vous m'avez suivi, mais je pense que c'est clairement ça. Et justement, cet équivalent de la force, Freezer, lui, il l'utilise de manière la plus démoniaque, j'ai envie de dire, possible. Et avec encore une fois une maîtrise totale de ce qu'il fait. D'un seul doigt posé sur le front d'un mec, il arrive à le tuer. Alors vous allez me dire, c'était classe, mais des trucs comme ça, même Tao Pai Pai savait le faire à l'époque. Oui, mais bon, on n'est pas non plus au même niveau de puissance, on est bien d'accord. Si Tao Pai Pai avait posé son doigt sur le front de ses assassins, je pense pas qu'il les aurait tués. Bon, ensuite, quand je vous disais que Baba n'était pas si importante que ça, à un moment j'ai failli y croire. Quand j'ai vu les assassins dire « Allez, on fonce sur la vieille » et que Goku est venu la protéger, j'ai cru qu'on allait avoir une phrase intéressante. Par exemple, un assassin disant « Sidra-sama m'a dit que si on tuait la vieille, Freezer retournerait direct en enfer. » Enfin, on aurait pu avoir un truc cool, malheureusement, non. Encore une fois, ça n'a pas été fait. Et en plus, de manière un peu bizarre, il y a Goku qui dit à Baba et à son fantôme, au baquet, d'aller se cacher dans le palais parce que ici ça craint. Oui, bon, se cacher, ça marche quand il y a la grêle, vous voyez, mais quand c'est des attaques d'assassins, de Freezer, Golden Freezer, de Goku, ça va changer quoi d'être caché dans le palais? Je sais, c'est un réflexe naturel et humain, etc., d'aller se cacher derrière quelque chose. Mais limite, dans ce cas-là, c'est presque plus dangereux d'aller se cacher dans le palais, parce que s'il y a un dommage collatéral, une attaque qui dévie vers le palais, ça pète le toit, ça leur tombe sur la tête. Bon, d'accord, je me prends peut-être un peu trop la tête, mais c'est réaliste quand même ce que je dis, c'est la vérité. On aurait peut-être dû avoir un Goku qui, en faisant un déplacement ultra rapide, emporte Baba et le fantôme avec lui, et les déplace loin, là, dans une montagne beaucoup plus loin, des kilomètres, et leur dit « Attendez là, on revient quand c'est fini ». Ça aurait pu le faire comme ça aussi. Bon, et du coup, en revoyant l'épisode, parce que vous savez que je le vois vraiment à peu près 4-5 fois un épisode chaque semaine, peu importe, hein, que ce soit un épisode pourri ou un excellent épisode, je le vois à peu près le même nombre de fois. Ça me permet d'avoir justement un meilleur avis sur ce que je vais vous dire. Justement, après l'avoir revu, je trouve que ce début d'épisode était un petit peu longué. Cool, hein, bien cool avec les phrases de Freezer et tout ça, mais j'ai aussi compris pourquoi. C'est parce que la suite de l'épisode est tellement plus énorme que le début, que quand vous rematez l'épisode, vous vous languissez d'arriver justement à ce passage où on va l'appeler le chien, serviteur de Sidra, là parmi les assassins, va envoyer son fameux Hakai. Enfin, je dis son Hakai, c'est pas son Hakai à lui, c'est bien sûr le Hakai de Sidra. Pour être clair, il y avait la réunion là de Ro et de Sidra. L'assassin, le chef des assassins, je vais l'appeler comme ça, a été convoqué par les dieux et Sidra lui a remis une boule d'énergie de Hakai, c'est-à-dire une boule d'énergie destructrice, de la destruction. Hakai, c'est destruction. Vous êtes nombreux à me demander souvent ce que ça veut dire Hakai. Hakai, ça veut tout simplement dire destruction. Et c'est bien sûr la même attaque que Beerus avait utilisée sur Zamasu pour le tuer complètement. Et pas que le tuer, c'est-à-dire que l'existence de la personne est complètement détruite, complètement effacée. Vous voyez, c'est vraiment une pure destruction. Et en gros, il nous est dit que cette boule d'énergie de Hakai va être confiée aux chiens. Au passage, tout cet univers neuf a l'air très canin. Je sais pas pourquoi Ro aime les chiens, parce que c'est lui qui fait les créations. Donc c'est lui qui fait qu'il y a beaucoup de peuples chiens, ou loups, ou tout ce que vous voulez. Voilà, le monde canin dans l'univers neuf, c'est un peu particulier, mais bon, pourquoi pas. J'ai trouvé assez drôle le moment où le chien refusait presque de prendre la boule d'énergie, mais bon, il est bien forcé de le faire. Et Sidra lui dit tout ce qui sera touché par ça sera détruit, complètement effacé de ce monde, et rien ne restera indemne. Et on s'est dit que justement, de retour sur Terre de l'univers 7, quand le chien a tenté cette attaque-là, ça allait promettre du très très lourd. Alors, on a eu une petite phase où le chien quand même était assez ingénieux, parce qu'il a caché son énergie de Hakai sous l'eau. Je suppose qu'il l'a fait quand il s'est fait défoncer l'épaule là, par le rayon de la mort. Il avait pile les pieds dans l'eau. Donc on comprend facilement que le chien a pu balancer le Hakai là-dedans et le laisser stagner là-dedans en attente en fait. Et après, je me demande comment il a fait pour créer des faux Hakai. Enfin, déjà, cette histoire-là devenait un petit peu bizarre. Je vais essayer d'expliquer ça le mieux possible. En fait, on a Freezer qui a fait preuve d'une lucidité. Et Freezer a montré qu'il était sur le qui-vive tout le temps. Il ne baissait jamais sa garde. Et il a dit au chien qui était pourtant dans son dos...
t'as intérêt à bien viser, parce que sinon, tu vas l'avoir dans l'os. Et Freezer lui dit, si tu es si confiant que ça, toi et tes potes, c'est parce que vous savez que cette énergie-là, elle a quelque chose de particulier, elle est surpuissante. Alors, sur le principe, Freezer a raison, sauf que dans la boule d'énergie du chien, ce n'est pas la vraie énergie de Hakai. Donc, comment est-ce que le chien a pu recréer un truc aussi similaire et semblable? Ça ne nous a pas été dit. Ça aurait été, un peu mieux en tout cas, que l'on voit Sidra, qui lui donne 2 autres boules d'énergie, qui lui dit, regarde, celles-là ce sont des fausses, tu peux t'en servir pour ta stratégie si tu veux. Elles ressemblent comme 2 gouttes d'eau à du vrai Hakai, etc. Mais ça ne va rien faire de particulier. Pour que justement tu puisses piéger Freezer avec la 3e. Ça ne nous a pas été montré. Donc en gros, il faut croire que ce chien-là est capable de recréer une boule d'énergie qui est visuellement ultra similaire à celle de Sidra. C'est un peu dur à gober, mais bon. Et là où c'est encore plus dur à gober, c'est que Freezer a été berné par la nature de cette énergie-là. Si elle n'a pas été créée par une énergie aussi pure et divine que celle de Sidra le Hakaishin, mais qu'elle a été créée par un simple mortel, ce mec-là, chien, il aurait dû sentir, ou Goku aurait dû sentir aussi, que quelque chose clochait. Non, ça n'a pas été ressenti, c'est un peu bizarre quand même. Alors qu'il suffisait, comme je vous l'ai dit, d'une scène de 20 secondes avec Sidra qui lui entend 2 autres en supplément pour créer le leur, et voilà, la scène était justifiée. Parfois, il manque juste un tout petit rien pour que l'épisode soit 100% cohérent, vous voyez ? Et c'est ça qui est légèrement dommage. Mais on est d'accord, vous et moi, il n'y a rien de grave. C'est pas la mort qu'ils aient fait ça. Et d'ailleurs, derrière, ça nous a permis une belle scène dans laquelle la vraie boule de Hakai est ressortie de l'eau et a foncé droit sur Freezer. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au Genki-Dama. Pas par la taille, mais par la scène. Voir Freezer qui tend ses mains pour repousser l'attaque et qui au final se fait quand même prendre dedans alors qu'il a énormément forcé pour la repousser, avec sa tête qui s'allonge et tout, voilà, parce que l'attaque est quand même super puissante. La scène était cool. Et après, quand Freezer a dit qu'il faisait semblant un petit peu et qu'il plaisantait quand il faisait celui qui criait de douleur et tout ça, et que d'un coup il s'est mis à sourire alors qu'il était entouré de Hakai, eh bien la scène était plus que cool, plus que badass, plus que tout ce que vous voulez. On est d'accord, et ça je vais pas le contredire. Et on a même vu Freezer qui a fait en sorte de réduire le volume de l'attaque de Hakai autour de lui, de la réduire et de la condenser un maximum entre ses mains, quand même en forçant, hein. On a bien vu des signes, même si Freezer faisait le beau, on va dire, il se l'a pété un petit peu, mais quand même, on a vu qu'il a pas fait ça en claquant des doigts. Il y a mis quasiment toute sa force pour la réduire à ce niveau-là. Et bien moi, à partir de ce moment-là, je me suis dit que l'épisode commençait à partir un petit peu en couille. Et oui, tout le monde sur internet, je le disais en début de review, est en train d'encenser cet épisode-là, à dire que c'est l'épisode parfait, le meilleur de Dragon Ball Super, etc. Ben moi je vous dis qu'il y a quand même de gros défauts. Et on verra, est-ce que cet épisode-là est un filler de l'auto-animation? Je ne sais pas vraiment honnêtement, je n'ai pas l'info. Donc je vais pas inventer non plus. Si vous voulez mon avis, ça n'engage que moi. Je pense que cet épisode-là, c'est comme les épisodes de C17 et compagnie. Je pense que c'est du semi-filler encore. Pour ceux qui ne connaissent pas ce mot que j'ai un peu inventé, semi-filler, c'est qu'il y a une base de réalité par rapport à la chronologie de Dragon Ball qui est que on va recruter Freezer. Ça fait partie de l'histoire de Dragon Ball. Mais il y a sûrement des rajouts, histoire que l'avance entre le manga et l'anime s'équilibre un petit peu, les sorties de publication. Parce qu'en manga, l'arc Zamasu n'est même pas encore fini, vous voyez, donc faut pas trop creuser le fossé non plus. Mais en même temps, l'anime n'a pas envie de nous bourrer la gueule de hors-série pendant des mois. Donc ils font avancer à moitié l'intrigue, donc semi-filler, vous voyez. Et c'est pour ça que je pense que l'auto-animation fout un petit peu la merde encore une fois sur les niveaux de puissance. Et il y a une chose que je regrette énormément dans cet épisode-là, et ça retenez-le bien parce que c'est la chose la plus importante presque pour moi de l'épisode, c'est qu'il ne nous a pas été dit quel est le niveau de ce Hakai-là. Parce que moi, la première chose qui m'a paru bizarre, c'est que l'énergie du Hakai peut être donnée à un mortel, et ça, c'est pas le pire. Le pire pour moi, c'est qu'elle puisse être contrôlée par un mortel. Donc, pour moi, il y a quand même des restrictions. Vous imaginez, si Beerus ou Sidra veut donner toute son énergie à un mortel, il peut l'utiliser comme ça facilement. Encore, allez, pourquoi pas. Si Beerus donnait une boule de Hakai à Goku, il lui dit, tiens, vas-y, fais, je sais pas trop quoi avec, voilà. Pourquoi pas. Goku, c'est quand même pas de la merde. Mais cette espèce de chien qui, honnêtement, il a un niveau de merde, on est d'accord. Peut-être qu'il rivalise avec un Tenchin Han ou quelque chose comme ça. Alors par rapport à des simples mortels, le niveau de Tenchin Han c'est énorme, mais par rapport au dieu c'est ridicule. Alors comment ça se fait qu'il arrive à le contrôler? Et pour moi là encore, une petite scène de 20 secondes en plus, dans laquelle Sidra aurait dit tiens je vais te donner une petite partie d'énergie de destruction, mais je ne peux pas tout te donner parce que tu es trop faible, ou tu n'es pas un dieu tout simplement pour pouvoir la contrôler, et ça risquerait de te détruire à toi-même si je te donnais une vraie quantité, une vraie puissance de Hakai. Eh bien je pense que s'il y avait eu ça, je vous aurais dit aujourd'hui que l'épisode aurait été l'épisode parfait de Dragon Ball Super. Malheureusement, moi en tout cas, ils m'ont perdu. J'ai vu des tas de gens crier au scandale sur internet parce que Caulifla et Kale se transformaient en Super Saiyan trop vite et tout ça. Alors que ça, c'est très facilement explicable. J'ai même une vidéo qui en parle, qui s'appelle « Les Saiyans de l'univers 6 ont-ils absorbé leur potentiel de Ozaru ?»
D'ailleurs, cette vidéo vient de passer le cap des 100 000 vues, ce qui est complètement gigantesque sur ma chaîne, et je ne sais même pas comment vous en remercier, c'est vraiment énorme. Merci énormément à vous tous. Par contre, dans cet épisode-là, le fait que les mortels jouent ou s'amusent avec des boules de Hakai comme ça n'est pas logique. Le fait que Golden Freezer puisse résister aussi facilement et réduire un peu, maîtriser, on va dire comme il a envie, cette attaque de Hakai qu'il s'est pris de plein fouet, ça n'est pas logique. En tout cas, ça n'est pas logique si l'attaque était à pleine puissance de Sidra. Et ça, j'en doute énormément, mais malheureusement, ça n'a pas été justifié dans l'épisode. Dans l'épisode tel quel, ce qu'on en comprend, et vous avez raison de le comprendre comme ça, parce qu'on n'a pas de contre-argument, ce qu'on nous montre, c'est que Sidra a confié l'intégralité d'une attaque de Hakai à un simple mortel qui est très faible, et ce mortel-là l'a envoyé sur Freezer, et Freezer l'a réduit à pas grand-chose cette attaque-là, et en fait un petit peu ce qu'il veut. Et là, moi, je vous dis qu'il n'y a aucune explication à cela. Et je sais que des gens, j'ai lu que des gens sur Internet ont dit « Oui, mais Golden Freezer a tellement progressé qu'il peut le faire. » Oui, mais ça n'explique pas pourquoi l'espèce de chien, là, chef des assassins, il arrive à manipuler l'attaque comme il veut, en fait. Et déjà, rien qu'à la récupérer quand Sidra lui donne et tout ça, honnêtement, ce n'est pas logique. C'est pour ça que moi, j'ai été vraiment émerveillé par la qualité et l'intensité d'animation et tout ça de l'épisode, mais il y a des choses sur lesquelles je bloque. Désolé, moi, il y a un gros bug dans ma tête quand je vois tout ça. Donc vraiment, oui, je pense que cette partie-là, qui est la partie majeure de l'épisode, aurait été beaucoup mieux si Sidra avait dit au chien « Tiens, je te donne 50% de la puissance de mon Hakai, c'est déjà peut-être trop pour que tu puisses le manipuler, et d'avoir un Sidra plutôt confiant qui dit « Dans tous les cas, ça reste quand même mon énergie pure du jeu de la destruction, même à 50%, tu pourras détruire qui tu veux. » Et de là, on aurait eu le chien qui aurait tenté l'attaque, Freezer aurait réussi à la maîtriser, de la même manière que dans l'épisode, ça j'aurais pas voulu le changer, et nous, on aurait su que Freezer est quand même capable de dépasser 50% du Hakai de Sidra. Ça aurait été pas mal, vraiment pas mal honnêtement. Mais là, me faire croire que une attaque complète de Sidra, j'espère que ce sera expliqué par exemple dans l'épisode 96, avec un petit passage, pourquoi pas dans l'univers 9, avec les deux Ro et Sidra qui vont discuter, ça aurait pu être pas mal. Et Sidra qui dit derrière, mais je lui ai pas donné toute mon énergie, donc bon. Mais voilà, j'ai peur que ça n'arrive pas, et je pense clairement que c'est l'auto-animation qui fait un petit peu la merde sur les niveaux de puissance. Bon, et justement, continuons avec le Hakai. L'arc Fukatsu no F se répète, étant donné que dans l'arc Fukatsu no F, Goku s'était fait avoir par un laser à la con, on va dire, quand il avait la garde baissée. Et là, une fois que Goku a sa garde baissée, eh bien Freezer lui balance un Hakai, le Hakai qu'il venait lui-même de se débarrasser. Alors déjà, une chose un petit peu bizarre, c'est que dans l'arc Fukatsu no F, on nous fait comprendre que quand Goku a la garde complètement baissée, il est ultra vulnérable, et il est même capable de se faire tuer par un bête coup de laser. Donc, la logique, ça serait tout simplement que si il a sa garde baissée et qu'on lui balance un Hakai, eh bien il devrait se faire détruire directement. Comprenez bien que la différence de puissance entre le pistolet laser et le Hakai, je peux même pas la décrire tellement elle est énorme. Et bien là, ça prouve encore qu'il y a un manque de respect des niveaux de puissance de la part de l'auto-animation, étant donné que Goku est à peu près dans la même situation, il baisse quasiment complètement sa garde, Freezer le dit lui-même, hein, et il se reçoit le Hakai, mais quand même il arrive à lui résister. Donc il y a quelques petits arrangements sur les niveaux de puissance qui sont faits, et des fois c'est pas si correct que ça. Je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous avez une vision quasi parfaite de l'épisode, et surtout que en vous baladant sur internet, vous avez vu que des éloges autour de cet épisode-là, que des félicitations et tout ça. Et je suis plutôt d'accord, hein, je le répète encore une fois, j'ai passé un excellent moment devant l'épisode. Mais je vous le dis clairement, ça m'embête. Parce que, après tout le cinéma que j'ai vu autour des Super Saiyans de l'univers 6, ça m'embête vraiment de voir que la réaction n'est pas 10 fois pire à propos de cette situation de Hakai, honnêtement. Et derrière, toujours dans une scène visuellement très cool, ce que j'ai vu était très cool à voir, mais c'est quand j'y réfléchis que ça devient moins cool. On a Goku justement qui essaye de résister à ce Hakai-là. Encore pour parler des niveaux de puissance, il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est pourquoi Goku ne s'est pas transformé en Super Saiyan Blue quand il était pris dans cette sphère de Hakai. Est-ce qu'il était trop paralysé pour pouvoir le faire? Mais il avait l'air quand même de pouvoir un peu bouger. Et en plus, le Super Saiyan Blue, ça aurait été quand même plutôt adapté, de l'énergie divine pour combattre une énergie divine pure. C'est quand même le minimum des choses à mettre en place, on est d'accord? Mais non, il est resté en forme normale, qui est complètement con, honnêtement, vu que Freezer était en Golden Freezer. Il n'était pas en Freezer première forme, vous voyez. Et on a eu presque un moment dans lequel Goku allait maîtriser l'énergie, le Hakai, je sais pas si vous avez vu, il commençait à réduire la sphère, et d'un coup il n'a pas pu résister, il a lâché prise un petit peu, et on a eu même Freezer qui s'est moqué de lui, en lui disant je suis peut-être devenu trop fort. Et moi je suis d'accord avec tout ça, le fait que Freezer soit devenu plus fort grâce à la méditation et tout ça, c'est super cool, mais je trouve que ça a été mal géré dans l'épisode, et c'est vraiment dommage. Je mettrais peut-être une note de 8 ou 9 sur 10 à cet épisode-là, mais si les niveaux de puissance, cette histoire de Hakai en particulier avait été bien gérée, je l'aurais peut-être mis 10 sur 10 sans réfléchir. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment dommage. Et bon, là, on va revenir sur une scène qui était totalement cool, dans laquelle Freezer dit
aux assassins en fait qu'il veut parler à leur chef, donc les dieux. Et quand ces fameux dieux, Ro et Sidra, finissent par aller vers leur boule d'observation pour communiquer avec leurs assassins, pensant que l'attaque est terminée, qui est-ce qui décroche derrière? C'est bien sûr Golden Freezer, avec un air super déterminé. On va en reparler tout à l'heure, mais on est très loin du Golden Freezer de l'époque arc Fukatsu no F qui avait super peur des dieux. Et cette discussion était super intéressante, parce que pendant que Goku luttait face au Hakai, on avait Freezer qui imposait un petit peu sa loi auprès des dieux. Et là, c'était cohérent, parce que Freezer était clairement en position de force. Et pourquoi est-ce qu'il était en position de force? Parce que, dieu ou pas, Ro et Sidra ne pouvaient pas se permettre de se déplacer eux-mêmes en univers 7, parce que si Sidra se déplace directement là-bas, il y a de fortes chances, et surtout de gros risques, qu'il se tape contre Beerus. Et c'est même pour cette raison-là, que Sidra n'a pas envoyé le trio du danger, ou n'est pas allé lui-même dans l'univers 7, et il a envoyé ses assassins masqués, parce qu'il voulait pas qu'on sache que c'était lui qui attaquait clairement l'univers 7. Donc, même si moi je pense, et je reste persuadé que Sidra est plus fort que Golden Freezer, il ne peut pas se permettre d'aller là-bas se le taper tout seul, parce que derrière le risque est trop énorme. Et ça risque de créer un conflit inter-univers avant même que le tournoi ne commence. Mais derrière, en plus, Freezer n'a pas vraiment de rancœur vers l'univers 9, il veut en faire partie. Il leur dit « recrutez-moi », mais bon, le temps que Ro consulte les règles et tout ça, le temps que Sidra, qui n'arrive jamais à se décider lui-même, essaye de prendre une décision, ils ont failli dire oui, tout ça. Il y avait même Freezer qui était là, qui les regardait un peu bizarrement avec une tête assez drôle. Beerus et Whis sont là. Et Freezer dit clairement « je n'ai plus le temps » et il détruit l'espèce d'appareil de communication. Et en gros, c'est un petit peu dommage et tant pis. Mais clairement, Freezer a voulu changer d'univers. Et en gros, son plan, c'était que Goku allait mourir dans le Hakai, et qui voulait se casser là-bas. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué une chose, c'est que Freezer a dit « si vous me ressuscitez, je vous promets de bien faire au tournoi du pouvoir ». Il n'a pas dit « laissez-moi combattre au tournoi du pouvoir et ressuscitez-moi après ». Donc clairement, je pense que Freezer ne voulait pas bosser pour l'univers 9, je pense que Freezer voulait se faire ressusciter par un autre univers et ensuite la faire à l'envers aussi à l'univers 9. Je pense qu'il avait un plan qui allait encore plus loin que travailler pour l'univers 9, qui ne nous a pas été révélé ici, mais je pense que voilà, il avait encore un double objectif dans sa tête. Et au passage, petite mention spéciale, parce que je vous avais proposé les spoilers non confirmés de ces épisodes 95-96, on peut voir quand même que même si ça se passe pas exactement que dans ces spoilers-là, je vais pas dire ce qui avait été dit, parce que ça peut se produire en épisode 96, mais pour ceux qui ont vu ma vidéo, et de toute façon, vous avez été pas mal nombreux à la voir, hein, plus de 40 000 personnes je crois, et énormément merci encore une fois à vous tous, on se rend compte que même si le mec n'avait pas vu juste pour le moment, il était quand même pas très loin de la vérité, avec Freezer qui veut changer d'univers et tout ça, on est quand même proche de la situation qui nous avait été annoncée. Et bon, vous voyez, quand je vous parlais de niveau de puissance, il y a aussi des petits problèmes, c'est que avec une énorme classe, Beerus souffle sur le Hakai et le dégage de Goku, ça c'était super cool à voir. Mais moi je suis perdu, clairement, je sais même pas trop quoi vous dire, parce que voir des mortels maîtriser assez facilement le Hakai, et en particulier Golden Freezer, mais voir derrière Goku qui galère, qui ne se transforme même pas en SJ Blue pour le faire, en gros ce qu'ils veulent nous faire comprendre c'est que le niveau de Sidra est à peu près atteint par Goku et Freezer, à peu près. Mais derrière on a Beerus qui arrive et qui souffle dessus comme si c'était de la merde. Qu'est-ce que vous comprenez de là ? Est-ce qu'on doit comprendre que Beerus est un niveau tellement supérieur à celui de Sidra que le Hakai de Sidra et le Hakai de Beerus n'a rien de comparable ? Et ça peut être ça la solution aussi, mais ça n'a pas été dit. Je vous jure, il y a une grosse embrouille au niveau des puissances dans cet épisode-là, et j'aurais vraiment aimé que ça soit clair pour nous tous. Et quand je vous disais tout à l'heure qu'on était loin de l'ambiance de l'arc Fukatsu no F, dans lequel Freezer, Golden Freezer, se chie un peu dessus de la part de Beerus, pourtant, je trouve que le Golden Freezer que l'on a maintenant n'est pas non plus à des années-lumière en termes de hauteur de puissance par rapport au Golden Freezer que l'on avait dans l'arc Fukatsu no F. Il est beaucoup plus fort, mais il n'est pas non plus monstrueusement plus fort. Il y a un très joli power-up de sa part, et en plus une maîtrise de sa stamina. Mais bon, pourquoi est-ce que le Golden Freezer de l'époque se chiait face à Beerus et maintenant plus trop ? Est-ce que parce que maintenant Golden Freezer est mort, donc il joue un petit peu son va-tout, ses dernières cartes, sinon après il retournera en enfer, et peut-être qu'il est en mode je m'en bats les couilles, vous voyez, parce qu'il est mort et donc il veut tenter le tout pour le tout, jusqu'à aller défier les dieux. Mais en tout cas, il y a une chose qui est claire pour moi, l'avenir nous le confirmera ou pas, c'est que pour moi, Beerus met des claques très facilement à Freezer, j'en suis sûr et certain. Je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Moi, j'en suis persuadé. Je vais pas me mentir pour essayer de faire bien. Je vous dis ce que je pense. Et pour moi, je vous rassure, le niveau de dieu de la destruction n'est pas inatteignable. Et je pense que durant l'arc survie de l'univers, pendant le tournoi, je ne sais pas, mais en tout cas pendant l'arc survie de l'univers,
le niveau des Akaishin sera atteint, voire même dépassé, je pense. Et d'ailleurs, je vous le redis, la chose que j'attends le plus de cet arc-là, c'est de voir des dieux de la destruction se battre, en particulier Beerus. Beerus, je l'attends depuis un très très long moment. J'espérais déjà, il y a un an en arrière, mais avec du recul, c'était trop tôt, c'est vrai, de voir Beerus se battre contre un Gatai Zamasu, ou contre un Goku Black, ou voir quelque chose comme ça. C'est quelque chose que j'attendais vraiment, mais ça ne s'est pas produit. Et là, dans cet arc-là, pour moi, c'est le moment parfait pour voir des dieux de la destruction se battre entre eux, et pourquoi pas se battre contre des mortels. Avoir un Beerus contre Golden Freezer, je vous dis n'importe quoi, mais avoir un Champa contre Jiren, enfin voilà, pour des raisons qu'on ne connaît pas pour le moment, parce que je suis encore persuadé que le tournoi va dégénérer, c'est une certitude pour moi. Et Freezer a bien annoncé la couleur, sans mauvais jeu de mots, Freezer couleur, bon bref. Et justement, il a dit que les dieux seraient facilement manipulables durant ce tournoi-là, et qu'il ne va pas s'en priver de le faire. Et en disant dans sa tête, bien sûr, Beerus, tu ne vas pas agir comme tu l'entends. Ton plan ne va pas se dérouler comme tu le veux. Donc en gros, compte sur moi pour être le gros connard de la Team Univers 7. Ce qui annonce du très très bon. Et je pense que voilà, il faut jouer justement avec cette carte-là des dieux. Les dieux sont tous rassemblés. Pourquoi ne pas en profiter au niveau du scénario pour nous proposer quelque chose de super lourd? Bon, et les devins, on en arrive à cette fin d'épisode-là, dans laquelle Goku veut un match d'entraînement, on va dire, pas vraiment d'entraînement, mais un match, on va l'appeler comme ça, contre Golden Freezer, et remettre un petit peu les pendules à l'heure, avec en plus un pari à la clé. Un pari un petit peu trop rêveur, hein, quand même, de la part de Goku, qui dit à Freezer, si je gagne, tu seras mon Nakama, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en gros, tu seras un coéquipier durant le tournoi du pouvoir, et en gros, tu seras bien gentil, tout ça, et Freezer derrière lui dit, bon, bah si je gagne, je fais tout ce que j'ai envie. Il nous a pas dit de quoi il avait envie, mais en tout cas, c'était ça le pari. Le pari est accepté, et le combat se lance. On a Whis qui fait un petit peu du sifflet, j'ai trouvé ça drôle, et on a les deux qui s'affrontent. Je pense, j'ai pas compté, mais je me demande si le combat a duré plus d'une minute, honnêtement. Alors, je pense que cette minute-là était peut-être plus intense que tout l'arc Fukatsu no F en animé. Attention, je ne vous parle pas du film, je parle vraiment de l'animé. Je pense qu'en une minute, ils ont réussi à faire mieux que tout l'arc. Parce que franchement, le film Fukatsu no F, il n'y a pas à dire, pour moi, c'était un pur régal. Je vais pas comparer. Et justement, j'ai vu beaucoup de personnes se demander pourquoi on n'avait pas droit à des épisodes aussi bien dans tous les épisodes de Dragon Ball Super. Vous avez raison de vous poser cette question-là. Ça veut dire que vous êtes, voilà, des vrais fans de Dragon Ball qui veulent du vrai Dragon Ball tout le temps. Et moi aussi, je suis d'accord avec vous, je voudrais des épisodes de cette qualité visuelle, d'intensité et tout ça à chaque épisode. Mais il y a une explication à ça, et je sais que vous n'allez pas être d'accord avec ça, mais là, je suis pas en train de vous dire que la Toei Animation a raison. La Toei Animation nous a dit clairement, au travers de plusieurs interviews, que le délai pour produire un épisode est beaucoup plus mince, beaucoup plus court qu'à l'époque de Dragon Ball Z, et que pour pouvoir y arriver, il y a plusieurs équipes qui travaillent en même temps sur différents épisodes, et ils ont plusieurs épisodes d'avance, bien sûr, ils travaillent pas de la semaine à la semaine quand même. Et si vous voulez, il y a différentes équipes. Il y a des gars chez la Toei Animation qui coûtent moins cher, qui travaillent beaucoup plus vite, et qui vont faire un petit peu des épisodes à la chaîne. En gros, si vous voulez, il y a la qualité AliExpress. Vous voyez, chez les épisodes Dragon Ball Super, c'est un peu ça. Et après, vous avez la qualité Amazon, vous voyez, c'est beaucoup mieux qu'AliExpress. Sauf que Amazon n'a pas forcément les sous de se le payer tout le temps. Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu le même délire. Et en plus, ces gars-là, qui font des produits de bonne qualité, donc des épisodes de bonne qualité, eh bien, ça leur prend beaucoup plus de temps que les équipes, entre guillemets, AliExpress, vous voyez. Donc, en gros, c'est l'idée qui a été donnée. Alors je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, avec les sous qui se font, ils ont largement de quoi se payer de très bons animateurs pour tous les épisodes. Et je pense honnêtement que vous avez plutôt raison. Mais moi je vous dis pas que la Toei a raison ou a tort, j'essaie juste de vous expliquer ce qu'ils font, quel est leur choix économique. Parce que pour eux, Dragon Ball Super, c'est pas pour la passion, je sais pas quoi qu'ils le font, c'est pour l'argent. La Toei Animation, c'est juste une entreprise qui investit dans quelque chose, rien de plus, on est bien d'accord. Et bon, vraiment, quoi vous dire sous cette fin d'épisode, à part qu'elle était vraiment épique. Mais il y a un gros problème encore en termes de niveau de puissance. On nous montre un Golden Freezer qui arrive à se sortir très très facilement du Hakai, et derrière on nous montre un Goku qui n'arrive pas du tout à s'en sortir et qui est resté, je sais pas moi, peut-être 5 bonnes minutes dedans à en souffrir. Il est ressorti dans un très mauvais état, donc quand Golden Freezer se confronte à Goku, bah logiquement on aurait dû avoir Golden Freezer qui gagne contre Goku. Mais ça n'a pas été le cas, ça a fini en égalité, les deux se sont mis KO. Donc vous voyez vraiment qu'il y a un gros bordel au niveau de puissance qui est proposé. Et après il y a aussi un petit truc qui m'a dérangé, c'est que quand les deux se sont mis KO, la scène était super belle, magnifique, rien à dire. Mais malheureusement il y a un mais, c'est que Goku lui il a perdu sa transformation des SJ Blue, mais Freezer il est resté en Golden Freezer. Alors que rappelez-vous dans l'arc Fukatsu no F, quand Freezer n'avait plus d'énergie et tout ça, qu'il était vraiment au bord du chaos,
il perdait, il redevenait en forme finale, comme on appelle ça. Il revenait sous sa transformation finale de base, sans le Golden. J'aurais imaginé que en se prenant ce coup aussi puissant de Goku, lui aussi il perd de sa transformation, et je pense que les animateurs ont fait exprès de le laisser en Golden parce que voilà, le doré ça brille, c'est joli, machin, ça tape à l'œil et tout ça. Mais est-ce que c'était réaliste? Je ne sais pas vraiment. Je pense qu'on pourra peut-être le justifier en disant oui, mais maintenant que Freezer a amélioré sa technique, il arrive à la garder de manière naturelle même quand il est KO. Pourquoi pas, ça n'a pas été dit. Donc je peux pas vous dire oui ou non, mais ça m'a un petit peu fait bizarre qu'il ne perde pas la transformation. En gros, dans cet épisode-là, il y a eu quasiment que du bon. Mais vous allez me dire, mais t'as fait que parler du mauvais. Parce que ça m'a un petit peu choqué, clairement. Et parce que je vous donne mes réactions telles qu'elles sont. Je vais pas commencer à vous mentir, à vous raconter des conneries pour faire bien, ou à essayer de nous forcer à dire quelque chose pour suivre les tendances. Non, c'est pas mon genre. Ça a jamais été mon genre et ça va pas commencer aujourd'hui. Et puis je pense que ça fera peut-être du bien aussi aux personnes qui vont écouter cette vidéo-là, d'entendre un avis, une analyse qui est un petit peu différente de toutes celles qu'on peut voir ou lire, entendre sur internet, qui disent toutes la même chose, comme quoi l'épisode était parfait alors que c'est pas vraiment le cas. Bon, en tout cas, la fin de l'épisode nous hype encore plus vraiment parce qu'on voit, voilà, les différents univers, un très très beau plan sur Jiren, il n'y a rien à dire sur ça, et en plus qui nous a laissé avec une preview d'épisode 96 qui était magnifique. Mais ça, bien sûr, on s'en parlera soit dans ma vidéo d'analyse de preview, soit dans ma review du futur. Je ne sais pas encore quel format je pourrais faire, mais en tout cas ça va arriver très très rapidement sur la chaîne, et du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo, et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour le prochain Zard Divinatoire.